Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, les appuis de la Coalition Avenir Québec chutent dans les sondages, tandis que le Parti québécois, lui, monte. Le projet de tramway de Québec se chiffre désormais à 8,4 milliards, selon le plan B proposé par le maire Bruno Marchand. Québec prévoit accueillir 56 500 immigrants par année, tandis qu'Ottawa maintient le cap des 500 000 immigrants et un slogan satirique sur l'anatomie de Donald Trump devant la Cour suprême. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la suite de ce sondage léger qu'on avait abordé hier, qui titrait tout d'abord là, la popularité des chefs de parti au Québec pour devenir prochain premier ministre du Québec. Sondage dans lequel on apprenait que pour la toute première fois, Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois décoiffait en tête donc M. Legault avec 1% de plus dans les appuis. Ouais, mais c'est le mouvement, là, parce que la dernière fois, François Legault avait quelque chose comme 13% d'avance. Fait que tu passes de plus 13 à moins 1, c'est beaucoup de mouvements à peu près en 6 semaines. Là. Beaucoup de mouvements, puis un mouvement aussi qui se confirme, Mario, dans les intentions de vote au général. Puis c'est ce qui sort aujourd'hui. La Coalition Avenir Québec est toujours en tête, mais ce qu'on découvre, c'est que le parti, pour une fois, est plus populaire que son chef, donc François Legault, qui récolte lui-même moins d'appui que le parti qu'il dirige, qui est quand même au sommet des sondages là, avec 30% des intentions de vote, mais tout près derrière, à 26%, le Parti québécois qui les suit de près. C'est la première fois depuis l'élection de 2018 où on dit « Oups, si des élections avaient lieu avec ces chiffres-là, la CAQ n'est plus un gouvernement majoritaire. Gagne probablement encore plus de sièges, mais en territoire minoritaire. » Exactement. Il se retrouverait donc, finalement, minoritaire comme gouvernement. Après ça, ça suit 15% pour les libéraux et pour Québec solidaire. Donc, Québec solidaire qui perd quand même quelques points. Ouais. Un point gagné. Mais les trois autres, je vais te dire, t'es en dedans par rapport à l'élection il y a un an, t'es en dedans d'un point. Tu sais, t'as la marge d'erreur. Moi, je considère que libéraux, solidaires, conservateurs, Éric Duhaime, disons que ça bouge pas. C'est vraiment, là, c'est un transfert de vote majeur où la CAQ en perd puis le Parti québécois en gagne. Les autres, tu sais, c'est des mouvements d'1% là, sur des sondages qui ont une petite marge d'erreur. C'est plus ou moins important. Bon, pour les libéraux, le problème qui reste toujours, c'est qu'ils sont collés au fond du chaudron chez les francophones. Là, à 6% chez les francophones, c'est ça. C'est l'histoire pour les libéraux qui change pas. Ils sont incapables d'aller chercher le vote francophone. Parce que c'est leur drame de l'élection, c'est ce qui fait qu'ils gagnent plus en dehors de Montréal, puis ça reste stable. Oui, et ce qui émerge aussi au travers de tout ça, c'est que contrairement à la dernière élection, où on avait des oppositions fragmentées, mais pas une opposition qui semblait être capable de venir déloger la Coalition Avenir Québec. Là, il émerge un vrai rival, Mario, là, le Parti québécois. Ben, les choses qu'il y a à dire dans le sondage, je pense que c'est ça. C'est d'abord, il y a une montée. Puis là, il faut parler de popularité personnelle, de succès personnel, de réussite du gars qui est parti dans la cave, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec le PQ, qui était à son plus bas dans l'histoire du PQ depuis 1970 et qui remonte. Donc, ça, c'est l'histoire. Mais je dirais que depuis l'été, la montée du PQ qui s'était amorcée durant la campagne électorale, qui s'était amorcée l'automne, l'hiver passé, je dirais que la montée du Parti québécois s'est accélérée par la baisse du taux de satisfaction envers le gouvernement. C'est-à-dire que le PQ s'est placé comme une alternative à un moment où la population cherche une alternative parce une partie de la population est déçue du gouvernement de la CAQ. Alors, c'est comme là, tout à coup, t'as deux phénomènes qui se conjuguent. Il y a la CAQ qui descend, il y a le PQ qui monte, puis tout ça arrive en même temps. Et là, je veux dire, si tu regardes les courbes, quand tu le mets sur un graphique, là, depuis, mettons, un an, la baisse de la CAQ, la montée du PQ, bien, tu dis, OK, à moins que les courbes s'inversent, à moins que quelque chose se passe, les courbes vont se croiser quelque part en décembre, janvier, février prochain. Le PQ va croiser la CAQ ou de passer premier, là. Oui, exactement. Et pour le sondage, Jean-Marc Léger aussi, qui analysait bien évidemment ses propres résultats, il y a aussi le point du souverainisme qui revient. Parce que dans Coalition Avenir Québec, il y a coalition, puis il y a beaucoup de souverainistes aussi qui ont voté pour la CAQ. Mais ça, c'est peut-être le drame pour le PQ. La souveraineté monte pas. Oui, ça aussi, c'est collé. La seule mauvaise nouvelle pour le PQ. 35% stable. Oui, ben même, c'était 36 la dernière fois. Tu me disais, c'est dans la marge d'erreur, là, c'est ce que je disais tantôt, 1%, mais... Et ça, ce que ça me dit, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, personnellement, fait des gains, évidemment, ce qui se répercute là, sur la popularité du Parti québécois,
mais n'a pas réussi à transférer ça sur son option. Les gens veulent peut-être un nouveau visage, un nouveau discours. Ils aiment l'attitude de Paul Saint-Pierre Plamondon, sa personnalité, mais ils n'ont pas transféré vers un appui à la souveraineté. Du côté positif au PQ, on pourrait dire au moins on a un porte-parole crédible que les gens écoutent, qui va pouvoir leur en parler. Mais pour l'instant, l'aiguille de la souveraineté n'a pas bougé. Bon, après ça, est-ce que les gens qui se disent souverainistes... C'est compliqué la question parce que t'as des gens qui sont dans la CAQ qui se disent souverainistes. T'as des gens qui sont au PQ et qui se disent pas souverainistes, mais qui voteraient PQ parce qu'ils aiment Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça reste plus compliqué, mais on s'entend que la coalition Avenir Québec, la CAQ, c'est une coalition. Ça a toujours été une coalition un peu fragile qui était maintenue au pouvoir par deux choses. La popularité de François Legault, puis l'espoir de former un gouvernement, de prendre le pouvoir. Alors, c'est sûr que s'il voit François Legault devenir populaire, puis le pouvoir devenir plus fragile, t'as un danger, là. Est-ce que si les souverainistes retournent au bercail, les anciens libéraux retournent au bercail, mais en même temps, je veux dire, c'est très hypothétique. Pour moi, le défi pour la CAQ, c'est de redevenir un parti qui est pertinent, qui colle. Présentement, là, c'est un parti qui a manqué à sa parole dans un premier dossier, qui a déçu beaucoup de gens. Alors, il faut qu'il change la discussion, qu'il change le discours politique, là. L'autre gros dossier politique au Québec, mais surtout à Québec, c'est le dossier du tramway. Là, Je pense qu'à ce prix-là, tu peux dire ça touche tous les Québécois. Oui, c'est ça. Ça commence à piocher dans le portefeuille de tout un chacun quand on parle de montants aussi élevés que 12 à 13 milliards de dollars. C'est la fourchette qui a été révélée hier par nos collègues du Journal de Montréal. Le maire de Québec a reconnu comme étant la fourchette. C'est vers là qu'on s'en allait avec le consortium. Oui. Mais là, le consortium a débarqué. Oui. Plus personne ne veut répondre à l'appel d'offres du tramway. Oui, parce qu'il y avait plusieurs soumissionnaires. Il y a un premier soumissionnaire, lui, qui s'était déjà désisté par le passé pour plusieurs autres raisons. Et là, il en restait un, puis c'est ce qu'il envoyait là, comme facture. Là. Ça avait triplé littéralement depuis les premières estimations qu'on avait faites pour le projet de tramway à 4 milliards. On était entre 12 et 13 milliards de dollars. Et là, de toute manière, peu importe le prix qu'il offrait, il vient de se désister. Donc, le maire Marchand... Mais peut-être qu'il s'est désisté. Tu sais, je me posais la question ce matin quand j'entendais la conférence de presse. Peut-être qu'il s'est désisté parce qu'il s'est aussi fait dire par la ville ou... regardez, à ce prix-là, humiliez-vous pas, nous déposer une offre à ce prix-là. On va dire que vous n'êtes pas raisonnable, puis on va la refuser de toute façon. Fait que, tu sais, pour le consortium, t'es mieux de pas déposer d'offre que d'en déposer une, puis de te faire dire quasiment, de te faire traiter d'abuseur sur la place publique, puis que ton offre, on la considère même pas, puis que t'as exagéré sa facture. Oui, pour tes prochaines propositions d'affaires, c'est peut-être pas reluisant. Là, c'est le plan B. Le maire n'abandonne pas, c'est le plan B, là. Ce qu'il avait déjà dit, en annonçant la conférence de presse hier, qui s'est tenue aujourd'hui, c'était que le projet de tramway, il était pas prêt de l'abandonner. Et le projet en question, maintenant, il a un plan B, même un plan C. Le plan C, on sait rien pour l'instant, mais le plan B, lui, c'est de reprendre ça dans les mains de la ville, donc de réaliser les travaux à l'interne en plusieurs segments là, de projets, donc qui seraient réalisés les uns après les autres. Et lui estime tout ça à 8,4 milliards de dollars. Donc, on est quand même au-dessus du double là, du prix initial quand même pour le tramway. C'est ça qui est bête avec les chiffres, parce que tu dis, OK, 8,4 milliards, c'est le double du budget initial, mais 8,4 milliards, c'est quand même 33 % de moins de ce qu'un consortium privé avait prévu que ça coûterait. Là, le maire dit, mais moi, contrairement à un consortium privé, j'ai pas à me prendre une marge de profit. Ah, OK, c'est vrai, il y a une économie là, mais une marge de profit, d'habitude, c'est pas 50 %. Non. Après ça, le maire dit, moi, je vais pouvoir emprunter un meilleur taux. C'est vrai aussi. Un gouvernement, une administration municipale, un gouvernement, il va pouvoir emprunter à des taux plus avantageux qu'un promoteur privé. OK, ça, c'est encore vrai. Il dit aussi, moi, je vais pouvoir, l'appel d'offres, je vais le découper en petits lots, des petits appels d'offres, avoir beaucoup de soumissionnaires. Bon, ça, c'est encore vrai, mais présentement, tout le monde manque de main-d'œuvre dans la construction. Ça se garoche pas nulle part, les soumissionnaires. Tout ça pour dire que le 8,4 milliards, il est optimiste, là. Oui. C'est une version optimiste où la ville dit, c'est moi la ville, là, une administration publique qui devient maître d'œuvre du projet, puis je vais te le réaliser à 1/3 moins cher qu'un consortium privé. Pas 5 % moins cher, pas 10 %, là, 33 % moins cher. Tu dis, OK, on va regarder ça. Il y a aussi une dimension, Mario, au travers de tout ça, quand même, de politiquement, se mettre la tête sur le bio aussi. Là. Quand tu décides, c'est l'administration de Québec qui le fait, qui le prend. Si jamais le projet foire,
Oui, parce que Il y a quand des délais, dépassements. si tu le fais faire par le privé, exemple, s'il y a des délais qui sont de la faute de l'entrepreneur, là, c'est lui qui est pogné avec ses problèmes. Mais là, c'est tout dépassement de coûts, c'est la ville. Mais on peut l'écouter, le maire de Québec, là, quand on dit se mettre la tête sur le bio, le ton qu'il avait ce matin. La politique pour me rassurer ma réélection. Je fais pas de la politique pour qu'on me dise « Ah, bravo, vous venez d'assurer votre réélection parce qu'il y avait plus de gens contre. » Je fais de la politique en me disant, quand je pense aux générations futures, quand je pense aux défis qui s'en viennent, quand je pense à ce qu'on va avoir d'en face si on le réalise pas, on va avoir des problèmes. Puis le monde, dans 10 ans, va dire « T'as manqué de courage. » Parce que dans le temps que c'était le temps de le faire, quand toi, t'es voyais puis on comptait sur toi pour voir les orages s'en venir, t'as préféré jouer à la cigale puis dire « Il fait beau aujourd'hui, j'ai pas besoin de me préparer à l'hiver. » Une entrevue qu'il donnait à notre collègue Yasmine Abdel-Fadel plus tôt aujourd'hui. Donc lui, il est commis. Là. C'est quasiment, il joue sa carrière politique sur le projet de tramway. Oui, ça va être à voir si ça va payer puis si le projet va aller de l'avant parce que pour l'instant, lui exprime le fait que du côté d'Ottawa, on est volontaire, mais du côté de Québec, pour l'instant, c'est pas certain, Mario. Et Geneviève Guilbeault, ce matin, la ministre des Transports, a dit « Oui, ça prend un projet structurant à Québec », mais a clairement laissé entendre ce projet-là, ça commence à coûter cher et elle dit vouloir rencontrer la Ville de Québec pour les prochaines étapes. Mais moi, je trouve que le gouvernement de la CAQ, il est bien mal pris là-dedans. Oui. Parce que c'est comme, tu sais, il y a une expression anglaise, le damn if you do, damn if you don't. T'es fait à l'os si tu le fais, puis t'es fait à l'os si tu le fais pas. Ils sont un peu dans ce genre de situation-là. Parce que s'ils disent non, ils deviennent les fossoyeurs du projet de tramway. Puis là, mettons, je sais pas moi, l'argent du fédéral va s'en aller en Saskatchewan ou à Vancouver. Dans 2 mois, 3 mois, le fédéral va dire, là, l'argent que Québec a pas pris, je le donne à une autre province. Puis là, Québec va dire, ça, c'est de la faute du gouvernement de la CAQ. Donc, ils vont vivre avec l'idée d'avoir été celui là, qui a détruit le projet. Puis s'ils le font, moi, je pense qu'il y a un paquet des clientèles de la CAQ, là, des gens qui votent CAQ à Québec, qui sont contre le projet, qui vont dire ça coûte des milliards, ça coûte trop de milliards. Il y a toute la Rive-Sud, parce que le projet, présentement, il est juste pour la Rive-Nord. Et moi, je pense que si tu mets 10 milliards pour la Rive-Nord de Québec, t'abandonnes complètement Lévis, la Beauce, t'abandonnes toute la Rive-Sud de Québec. Un endroit auquel t'avais promis un 3e lien. Un endroit avec qui t'avais promis un 3e lien, qui sont déjà furieux, qui sont déjà frustrés. Et là, tu leur dis que tu les abandonnes. Chaudière-Appalaches, de la Rive-Sud de Québec, c'est 8 comtés sur 8 à la CAQ. Est-ce que tu peux te permettre de tous les perdre? Alors, je trouve, je sais pas comment la CAQ va s'en sortir, mais je trouve que présentement, ils sont mieux d'avoir de l'imagination pour se trouver une porte de sortie. Présentement, c'est comme, t'es fait, que tu dises oui ou non, t'es dans le trouble. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Tant à Ottawa qu'à Québec, aujourd'hui, on parlait immigration, alors que d'un côté, on a déposé, là, du côté de la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette du Québec, le plan pour l'immigration pour les 2 prochaines années à venir. Là. Initialement, ça devait s'étirer jusqu'en 2027, mais on s'est donné plutôt un objectif de 2024-2025 pour être capable d'ajuster par la suite. Et pour l'instant, on parle de 56 500 immigrants permanents qui viendraient au Québec, là, du côté de la province. C'est les 50 000 admissions régulières, donc plutôt que le 60 000 pendant un certain moment qui était envisagé. Puis on ajoute à tout ça... C'est-à-dire qu'on reste sur ce que la CAQ avait dans son programme. Là. Le 10 000 de plus, on veut pas se faire dire qu'on a changé d'idée après l'élection puis qu'on respecte pas le programme. Ouais. Mais on joue quand même un petit peu avec les chiffres parce qu'il y en a un 6 500 qu'on dit, eux, ils comptent pas. Là. Puis ça fait un bout de temps que cette idée-là circule que... Les programmes expériences québécoises, des jeunes qui sont déjà aux études, des universités québécoises parlent déjà français. C'est le volet diplômé du Québec, 6 500 admissions, donc ceux qui ont suivi en français un programme d'enseignement postsecondaire qui était offert au Québec, qui ont étudié en français pendant au moins 3 ans au secondaire, au postsecondaire, vont pouvoir donc avoir cette espèce de voie d'accès privilégiée. Puis on les compte pas. Dans le 50 000, on dit aux autres, de toute façon, ils parlent français, ils ont étudié en français, ils ont un bac, par exemple, ou des études, un diplôme en français. Fait qu'on les compte pas dans le 50 000. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive au chiffre de 56 500, donc dans le plan d'immigration. On va exiger aussi aux résidents non permanents maintenant une connaissance minimale du français. Ça va être imposé à tous les immigrants qui relèvent du programme des travailleurs étrangers temporaires, sauf une dérogation, Mario, entre autres, pour des raisons de sécurité alimentaire. Les travailleurs agricoles qui viennent ici là, pour faire de la récolte, eux vont être exemptés de ce programme-là, parce qu'on parle vraiment de sécurité alimentaire. Ouais, puis plusieurs, de toute façon, c'est des latinos, ils parlent espagnol. Ils apprennent un peu quand même. Moi, j'en ai croisé, il y en a qui apprennent un peu le français,
mais on se comprend qu'ils sont absolument nécessaires sur les fermes. Ils sont un peu dans leur monde à part. Oui, vraiment. Maintenant, il y a le fédéral aussi qui annonçait ses chiffres aussi en matière d'immigration. Oui, et qui renonce là, pour l'instant à hausser le seuil d'immigration là, à 500 000 nouveaux, plutôt qu'ils ne renoncent pas à leur ambition là, de 500 000 nouveaux arrivants par année à partir de 2025, mais ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui, c'est qu'ils comptent stabiliser là, en 2026 le nombre de 500 000 nouveaux arrivants pour favoriser l'intégration réussie. C'est ce qui est déposé dans ce plan de niveau d'immigration présenté par le ministre fédéral Mark Miller en immigration. Donc ça, on dit aussi réussir à atteindre là, de nouveau la cible de 4,4 % d'immigration francophone ailleurs qu'au Québec. Ça a été fait l'an passé. On veut le doubler là, maintenant là, pour arriver jusqu'à 8 % dès 2026. Défi, par contre, pour Ottawa, puisqu'on a eu de la misère à arriver aux 4,4 % dans la dernière année. C'est ça même de l'aveu du ministre Miller aujourd'hui. Donc, on maintient quand même le cap. Et du côté de Québec, on n'était pas très content en disant qu'on n'a pas été consulté là, pour ces chiffres-là. Ouais. Je vais dire, moi, je suis surpris. Je pensais que le gouvernement Trudeau, on avait entendu quand même depuis leur caucus de l'île du Prince-Édouard à la fin de l'été que crise du logement, on faut se calmer avec nos objectifs, nos hausses de l'immigration. On avait vu au Canada anglais, d'ailleurs, que l'opinion... Au Québec, on avait déjà ce sentiment-là, que le fédéral y allait fort sur ses cibles d'immigration, mais là, tout à coup, depuis quelques semaines, même au Canada anglais, le débat a cours de dire, wow, si on reçoit là, 450 000 par année, c'est déjà beaucoup. Monter à 5 000, c'est extrémiste. On n'a pas le logement, les soins de santé, l'éducation. Et donc, le gouvernement Trudeau, ça me paraît très idéologique. C'est-à-dire c'est comme si idéologiquement, on a la pièce à pédale, puis on dit non, nous, ça nous ramène à tout l'objectif un peu là, du... le projet du millénaire, le rêve du siècle, pardon, l'initiative du siècle, d'avoir une population de 100 millions au Canada. On a l'impression que là, tout à coup, le gouvernement Trudeau ramène tout ce qu'il nous avait dit. Ben non, c'est pas ça notre objectif. Mais j'ai l'impression qu'il ramène... Moi, j'ai été très, très, très surpris de voir aujourd'hui qu'on gardait le cap sur ce 500 000, malgré la crise du logement. Puis, quand on dit consulter les provinces, c'est pas juste une affaire de dire, au niveau constitutionnel, ou on devrait consulter les provinces. Non. Quand des nouveaux arrivants, le jour 1, là, s'ils ont des enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Oui. Tu peux pas dire les enfants iront à l'école dans 2 ans ou dans 3 ans. Des nouveaux arrivants arrivent, que ce soit des réfugiés, que ce soit des réunifications familiales, que ce soit des nouveaux travailleurs, des nouveaux arrivants arrivent, ils ont un enfant de 6 ans, première année. Faut qu'ils aillent à l'école. C'est correct. Le Canada est un grand pays qui garde pas des enfants en dehors des écoles. Mais qui offre le service scolaire? Qui organise? Qui embauche des profs? Qui a besoin de locaux? Ce sont les provinces. L'éducation, c'est les provinces. Ce que je viens de dire pour les écoles, c'est aussi vrai pour les garderies. Surtout au Québec où on a un système de garderie plus organisé. C'est vrai pour la santé aussi. C'est aussi vrai pour la santé. Les besoins en santé, et les listes d'attente, les urgences. Les gens qui arrivent à l'immigration autant susceptibles d'avoir une maladie, un accident que les autres. Donc, je trouve ça... je suis vraiment étonné. Je pensais que le gouvernement fédéral avait entendu le message et on a l'impression qu'il y a un entêtement idéologique là, à augmenter les cibles d'immigration toujours et encore plus. Une autre semaine, Mario, qui s'est passée. On a peut-être le temps de parler de l'anecdote de la semaine d'Air Canada, qui s'est encore mis les pieds dans les plats. Je l'ai même pas vu, celle-là. Ben, j'ai l'impression que toutes les semaines, on est capable de retrouver une histoire dans laquelle Air Canada s'est embarrassé. Et c'est encore vrai aujourd'hui, alors qu'une enquête qui est ouverte là, contre le transporteur aérien en ce moment, après qu'un passager en fauteuil roulant ait témoigné de sa mésaventure à bord d'un vol en août dernier. M. Rodney Hodgkins, qui est là avec sa femme, vont célébrer leur premier anniversaire de mariage, partent de Vancouver, se rendent jusqu'à Las Vegas pour aller fêter ça. Jusque-là, tout va bien. Un classique. C'est que M. Hodgkins, lui, est atteint d'une paralysie cérébrale spastique. Donc, quand il essaie de faire des mouvements, de se déplacer par lui-même sans l'aide d'une chaise roulante, mais il est pris de gros spasmes, là, ce qui l'empêche de se mouvoir correctement. Et donc, lui a un fauteuil roulant motorisé dans la vie. Et lorsqu'arrive le temps de débarquer, qu'ils sont atterrés à Las Vegas, il demande de l'aide à l'équipage. Un fauteuil roulant motorisé, Mario, ça passe pas dans une allée d'avion, là, normalement. Ça prend un fauteuil roulant d'avion, là, qui sont des petits fauteuils roulants ordinaires qui sont faits pour ça. Là. Oui, et ce qu'on dit du côté de lui et de sa conjointe, c'est qu'on lui aurait dit de se débrouiller par lui-même pour sortir de l'avion quand ils ont demandé de l'aide à l'équipage pour être capable de sortir de là.
Ce qui fait en sorte que l'homme a dû se promener, là, se déplacer. Il s'est traîné, ni plus C'est traîné, ni plus ni moins. Là. C'est de ça qu'on accuse Air Canada, d'avoir laissé l'homme se traîner jusqu'à l'avant de l'avion là, par lui-même pour ensuite avoir accès à son fauteuil, mais littéralement de faire son chemin de croix là, dans l'allée de l'avion avec ses spasmes pour arriver jusqu'au bout. Et là, sont furieux, douleur pendant des jours du côté de l'homme dès qu'il débarque de l'avion. Et là, Air Canada dit s'être excusé depuis ce temps-là, situation inacceptable. Ils ont donné 100 000 aéroplans, 50, 42, 77. On n'en fait même pas mention pour l'instant, Mario, le fils des transports du Canada. Je blague à peine, là. C'est le genre de Ouais. compensation des fois qu'ils offrent là, de te donner une poignée de 1000 aéroplans. Là. Ben oui, vous allez, comme ça, vous allez pouvoir revenir sur Air Canada puis avoir un autre service de schnout. Et là, ça rappelle très bien la dirigeante principale du Bureau de l'accessibilité du Canada, Mme Stéphanie Cadieux, qui, elle, s'était fait oublier sa chaise roulante. On l'avait envoyée à 4000 km de distance de où est-ce qu'elle se trouvait. Sans son fauteuil roulant. Sans son fauteuil roulant. Puis je trouve pas ça drôle pour elle, mais il y avait quand même quelque chose de caricatural, parce que tu parles des problèmes d'Air Canada, mais elle est leur directrice. Elle s'occupe de la mobilité. C'est ça, de l'accessibilité des services aux personnes qui ont des problèmes de mobilité. Elle-même comme directrice, puis c'est très bien, c'est une personne qui le vit, là, qui a un problème de mobilité. Puis Air Canada oublie son fauteuil roulant, perd son fauteuil roulant à Toronto alors qu'elle est rendue à Vancouver. Tu dis, OK, en tout cas, minimalement, tu dis au moins leur directrice des services va pouvoir prendre conscience de l'ampleur des problèmes et comprendre ce que d'autres vivent. Oui, puis je fais un résumé rapide. Mario, la dernière semaine, Air Canada se classe dans les pires services selon des sondages chez les usagers, oblige des gens à s'asseoir dans du vomi, oublie un fauteuil roulant, force un homme handicapé à sortir comme ça, et égare aussi ou remette à des malfaiteurs des lingots d'or, des millions de lingots d'or. Ah, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Économie. Il y a un investisseur immobilier québécois qui vient de passer à la caisse hier. Mario, lui, c'est pas des bonbons qu'il est allé récolter pour l'Halloween. C'est de l'argent. 240 millions de dollars qu'il vient de recevoir de la Suédoise Nordvolt, qui commence à acheter ces énormes terrains qu'elle va utiliser pour ses usines de batteries dans le coin de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Et c'est l'investisseur immobilier Luc Poirier donc, qui vient de faire cette énorme vente. Lui qui, sur les réseaux sociaux, là, se vante d'avoir réalisé là, le nouveau record de l'histoire du Québec pour la plus grosse vente de terrain qui s'est faite. Donc, énormément d'argent qu'il vient de récolter. Des terrains qu'il avait payé beaucoup moins cher, là, genre 10 fois moins cher. Mais 20 millions en 2015. Ouais. Mais je sais pas comment dire, ce gars-là, il a un talent, c'est sûr. Il a toujours les bons terrains à la bonne place. Il est toujours à la bonne place. Je sais pas, son génie de l'immobilier, là, comment il... Mais c'est incroyable. Écoute, on dit qu'il serait, présentement, sur le bord d'être milliardaire. En fait, oui. Peut-être qu'il l'est devenu. Là. Peut-être que c'est la transaction qui le fait basculer de multimillionnaire à milliardaire. Excuse-moi, milliardaire, là, c'est 1 milliard, c'est 1000 millions. Là. T'es comme millionnaire. Là, ouais, c'est pas mal d'argent, Mario. Mais comment, je sais pas, comment il peut s'y prendre pour avoir tous les bons terrains au bon moment, à la bonne place. J'aimerais pas ça jouer au Monopoly contre lui, ça, je peux te le jurer. Ça, c'est bien dit. Le Monde. Parfois, souvent même, la Cour suprême, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, se penche sur des cas qui sont excessivement graves, importants, solennels. D'autres fois, un peu moins. C'est ce qui arrive en ce moment aux États-Unis, Mario, alors que Donald Trump, lui, est en procès un peu partout aux États-Unis pour plusieurs affaires civiles, financières, criminelles même. Mais pendant ce temps-là, la Cour suprême se penche sur son cas, mais pas précisément, plutôt celle d'un avocat de Californie, M. Steve Elster, qui depuis 2018 essaye de faire enregistrer le droit d'une marque sur un chandail qui écrirait « Trump est petit ». C'est ce qu'on écrit sur son chandail, puis « Trump is small ». C'est vraiment une référence à son anatomie, Mario. On parle bel et bien de l'engin de M. Trump. C'est une phrase satirique. Tel que décrit par Stormy Daniels. Par Stormy Daniels et par même le sénateur Marco Rubio. On se souviendra dans les primaires de 2016, avant que M. Trump soit le candidat et éventuellement président. Marco Rubio lui avait dit qu'il avait des très petites mains, ce qui est vrai. Vous regarderez les mains de Trump sur des photos, vous allez rire. Qui dit, vous savez ce qu'on dit des hommes qui ont des petites mains. C'était la formule qu'il avait utilisée. Et là, M. Steve Elster, cet avocat californien, lui essaye de faire brander ça
ça en bon français. Essaie de faire mettre ça sur des T-shirts. Et là, au départ, on refusait de lui donner cette espèce de marque de commerce-là. Parce que lui, il veut pas juste, il veut comme marque de commerce pouvoir l'écrire. Là. Exact, que ce soit marque de commerce et pouvoir le vendre. Et là, on est rendu devant la Cour suprême parce que ce qu'on lui a autorisé, c'est qu'il a le droit de vendre des T-shirts avec tout ça en vertu de la liberté d'expression aux États-Unis, mais il peut pas déposer comme marque de commerce Trump is small. Trump est petit. Et tout le débat se joue aujourd'hui devant la Cour suprême avec les plaidoiries des avocats au travers de tout ça. C'est spécial quand même de penser que le plus haut tribunal du pays, censé être le plus puissant du monde en ce moment, s'obstine sur quoi? Savoir si un futur et ancien président a une petite... Je le dirai pas. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.